Salut, c'est de nouveau Embryon pour mettre du soleil dans vos vies. Aujourd'hui, on va parler de gastrulation, mais avant, un petit warning à lire, juste un petit message de moi à vous, et on peut commencer tout de suite. Du coup, on arrive enfin dans un phénomène qui est super important. Ça s'appelle la gastrulation. Et grosso modo, ça va m'occuper toute ma troisième semaine. Mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer en détail, je vais tout détailler. Et donc, toujours lors de cette deuxième semaine, la vésicule vitelline m'a permis de former de l'ectoderme lors de mon implantation, ainsi que grâce au phénomène d'épibolie. Cette épibolie, elle consistait en fait à aplatir l'ectoderme afin d'avoir 2 couches de cellules au lieu de 3. Il faut toujours penser pragmatique, on aime le gain de place ici. Et donc, je suis composée de 2 vésicules qui sont de part et d'autre d'une surface plane que j'appelle le disque embryonnaire. Comme ce disque est composé de 2 feuillets, l'ectoderme, épiblaste, qui est vers la cavité amniotique, et l'endoderme viscéral, hypoblaste, qui est du côté de la vésicule vitelline. J'ai, entre ces 2 feuillets, pris la liberté d'insérer une lame basale pour éviter qu'il soit tout collé. Et c'est donc là-dessus que j'ai fini ma deuxième semaine. Et là, je me suis reposée, parce que la suite, elle s'annonce super chargée. Donc là, on arrive quelques jours plus tard. On est à J15 déjà, putain, le temps passe vite. On est en troisième semaine. Donc actuellement, je suis ovalaire, je suis de forme ovale, et j'ai un disque en plein milieu. Et donc, il faut rester concentré sur ce disque. Stay focus. Comme tu le sais, on se commence à se connaître, toi et moi, tu vois. J'adore tenter des trucs. Du coup, j'ai décidé de me tracer une ligne en profondeur sur le disque. Un petit peu comme un tatouage, tu vois. Et puis, comme j'aime les noms, bah voilà, je l'ai appelé, roulement de tambour encore, je l'ai appelé ligne primitive. Et donc, afin de la former, j'ai juste épaissi l'épiblaste ou l'ectoderme dans ma zone caudale en suivant l'axe médian. Et en fait, cette ligne, elle m'est assez utile, tu vois. Elle me permet de m'organiser, je l'ai bien faite au centre. Elle me permet aussi de prédéterminer un axe longitudinal, c'est-à-dire dans le sens de ma longueur, ou si tu préfères, crânio-caudal. Les deux sont bons. Mais aussi, ça me permet d'organiser un plan de symétrie bilatéral et donc de enfin connaître ma droite et ma gauche. Ce qui est quand même vachement utile. Tu seras d'accord, je pense. Mais t'en fais pas, je suis pas folle. Cette ligne, je l'ai faite que sur la moitié de moi. Pour le moment. Après, on verra ce que ça donne. Donc là, je me suis arrêtée là pour aujourd'hui et j'ai repris le lendemain matin. J'ai voulu terminer ma petite ligne, tu vois. J'y ai ajouté un trou, ou plutôt une dépression, comme tu veux. Et cette dépression, je l'ai appelée nœud de Hansen, ou dépression primitive. Et d'ailleurs, celui-ci, il est composé d'épiblastes. Toujours, lors de cette troisième semaine, j'ai trouvé, par contre, qu'il y avait un peu trop de cellules épithéliales au niveau de ma ligne primitive. Et moi, je t'ai dit, j'aime ce qui est épuré, j'aime le gain de place. Du coup, j'ai décidé de modifier ces cellules en conséquence. Et donc, au niveau de mon nœud, je les ai faites s'individualiser et perdre leur adhérence aussi. Donc leur adhérence qui les relie entre elles, c'est-à-dire une adhérence intercellulaire. Et donc, comment je m'y suis prise pour faire ça? Je vais te le dire tout de suite. Voyons. J'ai juste, en fait, tout simplement réprimé la transcription des gènes qui vont coder pour les différents types de jonctions, qui étaient des jonctions adhérentes et des jonctions serrées. Si tu suis bien le début de mon histoire depuis tout à l'heure. Mais je sais que tu suis, parce que ça t'intéresse. Mais d'ailleurs, du coup, ce gène, c'est la eucadérine. Toujours du détail. J'aime bien raconter ma vie comme ça. Je suis sûre que ça te fait très plaisir de toute façon de m'entendre. Et du coup, ces cellules, elles se détachent et elles tombent. Et pour ne pas être bloquées par la lame basale, je vais aussi modifier leur membrane basale. Pour ce faire, je vais activer des métalloprotéases qui vont provoquer une hydrolyse de cette foutue mec. Parce que c'est vrai, on n'en a pas besoin, il y en a un peu trop des mecs. Et donc, en tombant au niveau de mon nœud, elles vont devenir mésenchymateuses. Et elles se différencient alors soit en endoderme définitif, et dans ce cas-là,
elles vont prendre leur place dans l'endoderme du plancher du disque embryonnaire, c'est-à-dire dans l'endoderme viscéral. Et quand elles se mettent dans cet endoderme viscéral, on peut dire qu'elles vont former une transition mésenchyme épithélium, non? Je pense que c'est pas mal comme nom. Enfin, c'est assez évocateur. Mais du coup, si elles choisissent cette issue, eh bien, ça va plus bouger. Là, ça devient de l'endoderme définitif. Truc de ouf. Mais il y a une autre issue possible pour elles. Quand elles sont devenues mésenchymateuses, ouais, on revient un peu en arrière si tu veux bien. Et de toute façon, je te demande pas ton avis. Elles peuvent aussi devenir des cellules du mésoderme. Et dans ce cas-là, elles vont continuer à migrer dans la mecque, de manière latérale, afin de former du mésoderme paraxial ou alors une partie de la plaque précordale. C'est bon, là, t'as tout compris, je suis sûre, je t'ai pas perdu. J'ai une vie compliquée, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Et donc, au niveau de cette ligne primitive, je leur fais aussi subir une transition épithélio-mésenchymateuse ou TEM pour les intimes. On gagne du temps, comme toujours, il faut penser efficace. Et donc, je leur fais subir cette TEM, mais elles vont rester dans l'espace interépithélial et migrer pour donner un feuillet différent en fonction de leur localisation au niveau de la ligne primitive, tu vois, du plus proche du bord au plus loin. Et donc, on va avoir CT1, puis CT2, qui vont, là, je les fais devenir un peu du mésoderme intermédiaire. On aura du CT3, du mésoderme latéral, et en CT4, de l'extra-embryonnaire. Et puis, pour plus de fun, parce que c'est toujours ce que je recherche, celles qui ont migré depuis la partie la plus crâniale de la ligne vont former une partie du mésoderme paraxial. Là, je te sens, t'es un peu paumé, c'est pas grave. On respire un bon coup, on y retourne, parce que là, c'est pas encore fini. Et je veux que tu connaisses la fin de l'histoire. Et donc, on arrive en 3e et 4e semaine. Là, vraiment, j'étais surexcitée. J'ai fait plein de trucs que je dois te raconter. Du coup, du 17e au 19e jour, j'ai mis un truc en place qui est vraiment génial, qui est incroyable même. C'est le futur même de ce truc-là, ça va être indispensable, tu vois, ça va être vraiment fou. Et ce truc-là, en fait, c'est la corde. Alors attention, pas la corde pour se pendre ou attacher des choses, non, attention, non. On n'est pas dans cet esprit-là. La corde avec un H. Donc afin de la fabriquer, j'ai utilisé encore les cellules de ce nœud que j'avais formé tout à l'heure, enfin il y a quelques jours du coup. Celles-ci migraient vers la région antérieure de moi. Et elles ont formé entre l'ectoderme, donc l'ancien épiblaste, et l'endoderme, un cordon qui est cellulaire mésodermique plein. Et ce cordon, tu vois, il préfigure ma corde. Et donc ce cordon, je l'ai appelé processus notocordal. Truc de ouf, je sais. Ce processus, donc je vais le creuser. Donc là, tu vois, il sera plus plein, logique. Et comme c'est plus un cordon parce qu'il est creux, je l'ai appelé canal. Et comme c'est avant la corde, canal cordal, quoi. Toujours simple, tu vois, avec moi, c'est pas compliqué. Et donc, d'ailleurs, je t'ai pas dit, ce canal cordal, il est assez utile parce qu'il permet quand même de relier les deux vésicules. Mais attention, parce que si tu le regardes d'un autre point de vue, on dirait juste un cercle en fait. Et ce canal, il va s'étendre vers ma région antérieure, donc il n'est pas situé en un point précis, mais plus sur une distance. Et là, tu vois, tout ça, c'était mon 17e jour. Et dès le lendemain, 18e jour, on passe à autre chose. Et là, j'ai pu mettre en place la plaque cordale. Comment, tu vas me dire? T'as raison. Eh ben c'est simple. On pense toujours simple ici, tu te souviens? Donc j'ai fait, tu te souviens que le canal cordal, il est entre l'ectoderme et l'endoderme. Bon, ce canal, je l'ai accolé de plus en plus à l'endoderme, et pouf, tu sais, il a fusionné, comme dans des BZ. Donc résultat des courses, le canal cordal s'ouvre sur la vésicule vitelline et sa paroi dorsale s'épaissit. Et du coup, c'est cette chiotte bosse qui s'appelle la plaque cordale au final. Et juste comme ça, pour relier le liquide de la cavité amniotique et celui de la vésicule vitelline, j'ai fait un espace pour que le liquide passe. Et cet espace, ça s'appelle le canal neurentérique. On arrive enfin à mon 19e jour.
Bah, cette petite bosse, malheureusement, tu vois, lors de mon jour 19, elle a décidé de se détacher. C'est un peu comme si tout mon travail partait dans le vent, mais bon, il paraît que les choses évoluent. Faut suivre le cours du temps, tu sais. Mais bon, c'est triste, quoi. RIP, ma petite plaque cordale de J18, J19. Elle a pas vécu longtemps, la pauvre. Mais bon, en se détachant, dans l'espace extracellulaire, elle a formé un petit cylindre plein qui est, je te laisse deviner, et oui, la corde du coup. Et oui, il faut toujours y revenir. Mais c'est toujours une corde sans H au final. Et donc celle-ci, elle se situe entre l'ectoderme et l'endoderme qui sont devant le nœud. Cette corde, elle a commencé ensuite à proliférer vers ma région caudale. Elle a eu besoin de plus en plus d'espace, et du coup, cette petite a repoussé le nœud et la ligne primitive vers ma région postérieure. Donc, comme avec la dernière expansion, cela signifie qu'elle occupe une grande zone maintenant, qu'elle a fait son expansion ainsi que son étalement. Mais revenons légèrement en arrière, un petit peu avant la corde. Une partie du mésoderme migre encore plus en avant de la corde, et il emporte des cellules qui sont situées en latéral de la ligne primitive. Et tout ça, ça va former un croissant tout devant. Cette avancée va donner de mésoderme cardiogénique, et j'ai choisi ce nom parce que il est à l'origine du cœur et des vaisseaux sanguins. Je te dis, on se casse pas la tête avec moi. Donc, toujours au 19e jour, un diverticule se forme dans la partie caudale de la ligne, qui est elle-même sur le disque, je te rappelle. Voilà, on reste concentré sur ce disque. Donc le mésoderme extra-embryonnaire en partie caudale se creuse, et ça va donner en fait l'allantoïde. Et l'allantoïde, c'est hyper important, parce que je vais continuer de la creuser dans le pédicule embryonnaire, donc dans le mésoderme extra-embryonnaire, dont elle va se recouvrir et participer à la formation du fameux cordon ombilical et du placenta qui me serviront plus tard à la respiration et à l'élimination des déchets. Vraiment incroyable cet allantoïde, tu vois. C'est aussi un élément qui me permettrait la mise en place de mon futur appareil urinaire in utero. Et enfin, le pédicule embryonnaire où elle creuse va permettre de me faire des vaisseaux. Bon, les vaisseaux ils sont allantoïdiens pour le moment. Tu vois, c'est déjà ça, franchement, ça progresse vite. Ces vaisseaux, ils vont devenir mes artères et ma veine du cordon ombilical. Vraiment hyper important, quoi. Mais du coup, attends, on va faire une pause. Question-réponse sur ma vie. Tu te demandes peut-être, et tu as peut-être raison de le faire, pourquoi je ne développerai pas tout en même temps que les cardiogéniques. Bah, en fait, je vais t'expliquer en gros, en très gros, il y a toujours un point de source qui va émettre des infos sous forme d'un gradient. Ces infos, elles sont récupérées par les cellules, mais les plus proches, elles vont profiter de la source, enfin, elles auront les premières infos de la source, qui sont celles de la tête, puis ce sera celle du tronc, et enfin celle de la partie postérieure. C'est logique. Quelqu'un qui est plus proche de toi entendra mieux ce que tu lui dis que quelqu'un qui est à 2 mètres, quoi. Mais bon, ce processus, en fait, ça a été un peu étudié, voilà, par un médecin qui sera un grand médecin, apparemment un grand embryologiste, je sais plus quoi. C'est un monsieur qui s'appelle Lewis Wolpert, avec son modèle du drapeau français. Et donc, il a posé la source, c'est le mât du drapeau. Le bleu, c'est une info pour la partie crâniale. Le blanc, c'est pour le tronc, et puis le rouge, la partie postérieure. Tu vois, ça fait bleu, blanc, rouge, c'est ouf. Vraiment incroyable, quoi. Du coup, la source, elle envoie des infos de développement dans le sens céphalocaudal ou crâniocaudal, si tu préfères. C'est-à-dire, en fait, que le cerveau est plus vieux que les pieds, quoi. Fun fact, à placer en soirée, comme ça, t'en fais ce que tu veux. Et donc, on reprend un truc qui m'a quand même occupé pas mal de temps, à savoir une partie de ma 3e semaine et une partie de la 4e aussi, ce qui est beaucoup déjà. Je te l'avoue, le mésoderme, tu vois, il est pas partout. Oh zut, j'aurais pas. Enfin, voilà, ça me fait mal au cœur de te l'avouer, mais bon, en fait, il existe 2 zones où le mésoderme ne séparait pas l'endoderme et l'ectoderme. Et donc, ces 2 zones, on les voit avec 2 dépressions arrondies de l'ectoderme dans l'axe de la lignée primitive. Et justement, de la 3e à la 4e semaine, cet ectoderme il va fortement adhérer à l'endoderme. Le raccolement va donc former 2 membranes qui sont appelées des membranes bilaminaires. La première, c'est la membrane bucopharyngienne ou pharyngienne, et elle se trouve dans la région céphalique, donc dans ma région antérieure. La deuxième est la membrane cloacale, dans la région donc caudale, c'est-à-dire postérieure de moi.
Et en gros, c'est tout pour la gastrulation. Mais on se retrouve vite, j'ai pas encore fini mon histoire.